Hello les amis, je vois certains d'entre vous un peu impatients qui commencent à être un peu perdus sur les émissions de mon ami Gérard Desforges. Soyez patients. Le phénomène OVNI est très complexe et surtout, croyez-moi, il est étudié depuis longtemps par des personnes exceptionnelles comme Gérard Desforges qui sont allées au contact des témoins. On pense souvent, mais à tort, que parce que nous sommes en 2019, il serait inutile d'étudier des cas anciens. Or, au risque de vous décevoir, le phénomène OVNI a livré beaucoup plus de réponses, par exemple dans les années 50 à 70, que sur notre période contemporaine, pourtant dominée par l'information instantanée grâce à Internet. Avant de vous expliquer cela, petit retour en arrière sur une publication que j'avais mise dans ma communauté, où j'étais aussi surpris par la méconnaissance que certains pouvaient avoir sur de vieux cas pourtant extraordinaires. Je pensais qu'ils étaient assez connus pour ne plus devoir en parler. Mea culpa. Je me suis trompé et je veux comprendre alors que vous soyez un peu perdus. Surtout pour ceux qui voudraient s'intéresser au phénomène OVNI et qui sont nouveaux dans cet intéressement. Il faut d'abord vous préciser que si ce sujet prête aux railleries quand il est évoqué sur les médias, surtout français, c'est pour une raison bien précise. La France s'est arrêtée aux recommandations du Robertson Panel. De quoi s'agit-il? En 1952, devant la vague de témoignages de phénomènes ovni aux USA, la CIA réunit une commission de scientifiques avec à sa tête Howard Robertson, physicien employé de la NASA. Ils se réunissent 4 jours et édictent un rapport qui préconise de réduire la crédulité publique et de démystifier les rapports sur les ovnis. Le panel a suggéré une campagne de relations publiques utilisant des psychiatres, des astronomes et diverses célébrités afin de réduire de manière significative l'intérêt du public pour les ovnis. Il a également été recommandé que les médias soient utilisés pour la démystification, y compris par d'importants géants tels que Walt Disney Corporation. Il était également recommandé que le gouvernement surveille les groupes civils qui étudient ou recherchent des ovnis en raison de leur influence potentiellement considérable sur la pensée de masse, l'irresponsabilité apparente et l'utilisation possible de tels groupes à des fins subversives doivent être gardées à l'esprit. C'est ainsi que de faux ufologues ont infiltré ces groupes. On leur a ensuite donné des informations de première main afin de prendre le leadership dans leur groupe. Ils sont devenus célèbres dans de nombreux pays, mais restent, hélas, des agents doubles que beaucoup considèrent malheureusement, mais qui ne vont jamais rien vous apprendre. Un peu comme lorsque vous regardez ces séries américaines, très bien faites du reste, hein, comme Hangar. C'est juste un exposé succinct de l'affaire avec de belles musiques mystérieuses en fond sonore, mais cela ne va jamais très loin dans l'analyse et vous resterez toujours sur votre faim. De plus, si on prend le cas de la France, on a créé un organisme d'État qui a eu plusieurs noms pour devenir enfin le GEPAN, qui est là pour garder vos preuves avec la complicité de la gendarmerie nationale. Je suis toujours stupéfait d'entendre certains d'entre vous me dire ou m'écrire qu'ils avaient pris une vidéo ou une photo extraordinaire d'un ovni, qu'ils l'ont transmis au GEPAN, et puis plus rien, plus de nouvelles, mais surtout plus de photos, plus de vidéos. Et que dire pour ceux qui ont récolté du matériel comme des implants? Voulez-vous que je vous remémore l'histoire de Didier? C'est dans Nexus. Le titre, Abduction, où est passé mon artefact? J'ai des contacts répétés avec différentes entités depuis l'âge de 4 ans. Je ne vais pas raconter l'histoire de mes 44 dernières années, ce serait trop long. Donc venons-en au soir du jeudi 25 mars 2010. Nous sommes en Bretagne, dans la commune de
de Quessoy, au lieu de lit le beau frérot. Ma femme est déjà couchée et moi, je me couche à 22h30. Après quelques secondes, je sens qu'ils arrivent et je reconnais les basses fréquences qui précèdent la paralysie. J'ai les yeux ouverts, mais je suis dans un brouillard blanc. Je distingue des formes sombres, je sens qu'on me touche. D'un seul coup, tout disparaît et je suis à nouveau dans mon lit. Je regarde au pied du lit, deux êtres sont là, un de chaque côté, un pour moi, un pour ma femme. Je suis très en colère et j'arrive à surmonter la paralysie. Je me redresse dans mon lit et là, l'être à droite, du côté de ma femme, disparaît. Je regarde le deuxième et je ressens ce qu'il ressent. Il est coincé et son collègue a disparu. Je sens sa confusion. Il se passe quelque chose qui visiblement n'était pas prévu. L'être recule sur la gauche et se cache derrière l'armoire. Je me lève, j'arrive devant lui. Il est là, tout petit, environ 1 mètre. Il est de couleur crème avec du bleu pâle, une grosse tête, de grands yeux, des bras et des jambes toutes minces et un tout petit torse. Je ressens toujours sa confusion, mais moi je veux le frapper. Je suis tellement en colère. Au moment où je vais le frapper, il me touche l'avant-bras avec une baguette qu'il tenait dans sa main droite. Je reçois une énorme décharge électrique. Je suis propulsé en arrière et je tombe sur mon lit. Je me réveille dans mon lit. Il est 0h30. Ma femme dort profondément. J'ai du mal à me rendormir et mon cœur bat très fort pendant 1 heure. Le lendemain matin, je me rends compte que j'ai une grosse écorchure sur l'avant-bras gauche et au fond de la plaie se trouve quelque chose de noir. Je retire cette chose noire et l'enferme dans une fiole étanche. Un peu plus tard, je l'observe au microscope. C'est un triangle doré à la lumière et strié horizontalement de haut en bas, comme une pyramide à degrés. Mais je ne sais pas quoi faire de cet artefact. Donc je le confie à Thierry Larquet, responsable des repas ufologiques de Brest, qui le donne pour analyse à Alain Boudier, de la 3AF, note de la rédaction, Association aéronautique aéronautique et astronautique de France, au sein de laquelle la commission Sigma 2 est chargée de l'étude des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Plusieurs mois passent, pas de nouvelles. En 2012, j'assiste à une conférence à l'université Paris-Dauphine dans le 16e arrondissement de Paris, conférence organisée par Stéphane Alix. J'aperçois alors Jean-Gabriel Grélé, membre de la commission Sigma. Donc à la pause, je vais voir Grélé, je me présente et lui demande cash ce qu'il est advenu de mon artefact. Il me répond qu'il a été analysé, que le rapport a été transmis au plus haut sommet de l'État et que je ne reverrai plus jamais cet artefact. Plus tard, Thierry Larquet demandera avec insistance à Alain Boudier ce qu'il est advenu de l'artefact et sa réponse sera à 2 reprises Joker, Joker. Donc voilà ce qui arrive et ce qui arrivera toujours et ce que je vous décris. Des gens qui vous croyez qui sont vos amis, qui écrivent des livres sur l'ufologie, qui passent à la télé, qui en parlent, mais qui sont que des agents doubles au service du gouvernement. En parlant de Nexus, savez-vous comment j'ai connu ce magazine? Mais cela devait être en 99 ou en 2000. J'ai un ami qui tient une assez importante librairie presse, où j'allais tous les samedis matins faire une razzia de revues. À l'époque, point d'internet, encore, comme on le connaît aujourd'hui, et donc pour se tenir informé, c'était le seul moyen. Il savait ce dont j'étais friand, et un jour il me dit « Sylvano, Sylvano, je pense qu'il y a une revue qui vient de sortir que tu devrais acheter à tout prix. » Il s'agit de Nexus. Je lui demande « Pourquoi, diable ?» Il me relate alors que la gendarmerie était venue dans son magasin et avait pris tous les Nexus. Il a voulu savoir pourquoi. On lui a répondu que c'était pour des raisons de sécurité nationale. J'en avais parlé avec l'ancien directeur de la publication de Nexus. Il était hélas incapable de me dire quel article avait suscité un si vif intérêt de l'armée. Je rappelle que la gendarmerie est un corps appartenant à l'armée. Vous ne le savez sans doute pas, mais le phénomène OVNI a régressé avec l'apparition de l'Internet. Oui, je sais, cela peut vous paraître extrêmement curieux, mais c'est facilement explicable. Avant l'ère Internet, on parlait régulièrement du phénomène OVNI, non seulement dans les journaux, mais aussi sur les radios et les télés nationales. Il y avait, en plus, de multitudes d'associations ufologiques qui tenaient énormément de conférences dans tout le pays. De plus, très souvent, des scientifiques de renom y étaient associés. Aujourd'hui, il n'y a presque plus rien de tout cela, sauf quelques émissions crétinisantes sur l'ufologie où l'on se moque plus que l'on étudie et où l'on voit toujours les mêmes intervenants. Alors pourquoi? Parce qu'avec l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux, n'importe qui, je dis bien n'importe qui, et je m'ajoute personnellement dans ce n'importe qui,
peut ouvrir un groupe Facebook, une web radio, une web TV, une chaîne YouTube, etc. et discuter sur le phénomène OVNI. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de gens très sérieux qui font cela, mais il y a aussi du grand n'importe quoi. Des charlatans, des chaînes à clics, réclamant sans cesse de l'argent et vendant des gadgets pitoyables. Cela noie le sérieux dans la bêtise. Avant, ce n'était pas possible. Alors certes, il y a pu y avoir des sectes comme cela, comme celle promettant que des extraterrestres bienveillants allaient venir sauver certains humains en échange d'une contribution sonnante et trébuchante. Certains se sont fait construire des palais grâce à la croyance incroyable des personnes. Cela continue encore aujourd'hui, hélas. On donne de l'argent à des chaînes qui ne traitent que de sujets très bisounours. Le mythe de l'extraterrestre bienveillant sauveur de l'humanité est ce qui fera le plus vendre, car l'humain est ainsi fait. Il a besoin de croire. Le New Age est en train de supplanter en nombre certaines religions. Qui n'a pas entendu les promesses de nos frères de l'espace, de la Confédération intergalactique, des Pléiadiens, etc., etc. Vous ne trouverez pas de cela sur ma chaîne, désolé, car vous allez comprendre où se trouve le piège. Évidemment, écoutez certains raconter qu'une flotte de vaisseaux mers pléiadiens, par exemple, vont bientôt venir nous sauver, cela plaît à beaucoup, et ce, malgré, sans l'once, du début de fondement de preuves. Car quelles sont ces preuves? Elles viennent de ce que l'on appelle des contactés, à différencier des abductés, qui eux, majoritairement, ne racontent pas des histoires à l'eau de rose. Déjà, cela devrait éveiller des soupçons, non? Un contacté est une femme ou un homme ayant été, comme son nom l'indique, en contact avec des extraterrestres, ou ce qu'il croit être des extraterrestres. L'énorme majorité n'a aucune preuve de ce qu'il raconte. De plus, fait surprenant, avec l'arrivée de l'ère Internet, ils sont de moins en moins nombreux. Je ne parle pas ici des charlatans mythomanes notoires. Enfin, quand je dis notoires, pas pour ceux qui se prennent la peine, comme moi, de mener une enquête sur eux. Et là, je dois dire que grâce à Internet, justement, on les démasque assez rapidement. Je suis toujours étonné de voir parmi des personnes très célèbres passant sur des chaînes à grande écoute, se faisant passer pour des experts en ufologie, alors qu'en cherchant un peu, on s'aperçoit qu'elles n'ont fait que plagier les travaux des autres, des chercheurs américains pour la plupart. Vous savez, c'est un peu comme ces comiques français qui, sans vergogne, ont plagié des sketchs entiers de comiques américains, que l'on a pris la main dans le sac et qui, pour certains, continuent à nier alors que l'on peut voir des vidéos avec un écran coupé en deux, avec le sketch original d'un côté et le plagiat français de l'autre. Ils copient même les mimiques. Bien, revenons à l'ufologie, car il y a des contactés qui méritent une attention toute particulière et avec des preuves, car il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, celui de croire que tous les contactés sont des mythomanes ou des charlatans. On a toujours tendance à être dans les extrêmes. Soit tout croire benoîtement, et dans ce domaine, je dois dire que le New Age est servi, soit tout réfuter, ne rien croire. Les deux attitudes sont hélas aussi mauvaises l'une que l'autre. Il y a celui qui ne croit en rien, il ne croit que à ce qu'il voit. Celui-là, je ne m'en occupe pas, il ne m'intéresse nullement. Mais il y a aussi ceux qui croient, mais réfutent que quelqu'un d'autre, que lui, puisse avoir été un contacté. Là, c'est l'ego qui est en chacun de nous, qui montre le bout de son nez. Comment lui, un contacté, mais pourquoi les extraterrestres iraient contacter un idiot pareil? J'exagère volontairement, mais c'est un peu cela. Néanmoins, il y a des contactés qui méritent que l'on s'y intéresse, et là, on va devoir piocher dans le passé, car force est de constater que malgré la puissance d'Internet, ils ne se font plus légion. Je parle bien évidemment de contact physique, hein, et non dans l'astral, qui est devenu une autre mode foisonnant sur le net. Et oui, mes amis, là aussi le phénomène OVNI s'adapte une fois de plus à nos technologies nouvelles. Phénomène que je décris dans mon émission Ufologie paranormale à Paris-sur-Mariale, nos origines. Au Moyen-Âge, on voyait des voiliers dans le ciel, des armées dans les cieux, se livrant en bataille, puis on a vu des locomotives à vapeur dans les cieux, etc. Avant, on avait des cercles d'ufologie sérieux, des contacts physiques avec des extraterrestres. Maintenant, on a des contacts dans l'astral. On canalise les ET.
et cela pilule sur le net. Il nous faut donc étudier les cas de contact physique qu'il y a eu dans le passé pour bien comprendre ce qu'il se passe aujourd'hui. Un des cas les plus intéressants, c'est celui de Jean Miguer. On est très loin avec lui du New Age bisounours, BA des nombreux autres contactés. Son histoire est très particulière. C'est Monsieur Tout-le-Monde qui réalise son rêve de devenir ambulancier en 1969. Au petit matin du 13 août 69, il transportait un vieil homme mourant du siège de Perpignan vers Rouen, ville où il était natal et il voulait mourir chez lui. Il y avait son épouse. Le vieil homme mourut rapidement pendant le voyage, hélas. Le jeune frère de Jean Miguer l'accompagnait. Arrivé à hauteur de Saint-Étienne-du-Vauvray, dans l'Eure, Jean Miguer, alors au volant, voit un nuage se détacher du ciel. Il ne savait pas ce qu'était un ovni, ne s'était jamais intéressé à ce sujet. Sa femme, sa famille, ses amis confirmant cela plus tard. Il se rend compte que le nuage, en fait, est un gros objet ovoïde. Sa nuque le picote et un mal de tête soudain arrive et il entend, il ne sait comment, ne crains rien, laisse-toi guider, il ne t'arrivera aucun mal. Nous sommes là pour te protéger et tout ne sera que fictif pour toi. Tu ne ressentiras rien. Nous te demandons d'être calme. La voix cesse et le mal de tête disparaît de suite. Mais en face, une voiture arrive. Ensemble, ils roulent sur une 3 voies à double sens. Une voie pour l'aller, une voie pour le contresens et la voie du milieu pour doubler. Il voit la voiture se déporter sur sa voie. Il va donc sur la voie du milieu tout en continuant de surveiller l'objet du coin de l'œil. La voiture en face revient au centre. Jean Miguer se remet sur sa droite. Le véhicule en face fait de même. Jean Miguer put constater à ce moment deux phénomènes troublants. Toutes les aiguilles de son tableau de bord s'affolaient et il ne distinguait pas le conducteur dans la voiture en face. Choc frontal à 150 km/h chacun. Il ne reste rien des voitures. La vieille dame et le jeune frère ont été expulsés de l'ambulance et sont indemnes. On apprendra plus tard que le conducteur de la voiture qui faisait face était mort d'une crise cardiaque avant l'accident. Jean Miguet, lui, est prisonnier de la tôle. Sauf que, il voit se matérialiser à côté de lui un être. Cet être lui parle télépathiquement, ce qu'il en déduit bien évidemment car il ne le voit pas bouger les lèvres et le mal de tête, la nuque qui picote, reprend. Cet être le rassure en lui annonçant qu'il va s'en sortir, qu'il n'est blessé qu'en apparence, qu'il ne souffrira jamais et qu'il sera plus fort qu'avant. Il lui annonce qu'il va le régénérer grâce à un procédé inconnu sur la planète Terre. Mais il sort un petit disque très lumineux qu'il va appliquer sur la nuque de Jean Miguer, ce qui lui provoque comme une électrification du corps se propageant le long de sa colonne vertébrale sans en ressentir les effets négatifs. Jean se sentait bien, malgré ses blessures. Et l'être promit de revenir le voir. Alors justement, faisons un tableau de ces blessures qui, elles, sont bien réelles, et étudions cette affaire de près. Regardons déjà en photo l'état des deux voitures, ici sur le lieu de l'accident. Celle de la voiture venant d'en face. On peut observer que malgré la violence du choc, les bouteilles à oxygène sous pression n'ont pas explosé. Dans son rapport numéro 999, la gendarmerie de Louviers évaluait la vitesse du point d'impact, évidemment, à plus de 300 km/h. À peu près 150 chaque. Jean Miguer devait rester prisonnier des tôles, écrasé et disloqué sous celle-ci, avec de multiples blessures extrêmement graves. Durant 3h30, temps nécessaire aux pompiers pour le dégager de son véhicule. À 8h45, Jean Miguer était admis cliniquement mort dans un hôpital de Louviers, où tout fut fait pour le réanimer. Premier bilan de ses blessures. Pied gauche broyé par le moteur. Mais broyé. Multiples fractures des membres inférieurs, dont le fémur gauche qui sortait littéralement de la jambe.
fracture du bassin, cage thoracique enfoncée, provoquant la perforation d'un poumon, double fracture du nez, l'avant-bras gauche cassé. À ce bilan déjà très lourd, vinrent s'ajouter 3 hémorragies internes, foie, rate et vésicule éclatées. Il connut 3 décès cliniques et dut subir, tenez-vous bien, 18 interventions chirurgicales. Dans son premier livre, la lutte entre la vie et la mort y est très détaillée, ainsi que les différentes opérations. À noter que son épouse est infirmière. Voici la reconstitution de l'extraterrestre, ou supposait-elle, que Jean Miguer a vu dans son ambulance. Et voici son premier livre, J'ai été le cobaye des extraterrestres. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que Jean Miguer a recueilli dans son premier ouvrage beaucoup de preuves. Des pompiers venus passer 3h30 à essayer de le sortir de l'amas de tôle avec les nombreuses fractures dont certaines ouvertes qu'il avait, mais aussi de nombreux médecins, des chirurgiens, tous ne comprennent nullement deux choses. Qu'il n'ait jamais souffert et que ses blessures, où il a été tout de même déclaré 3 fois cliniquement mort, aient pu se guérir. Il n'hésite pas à parler de miracle. Concernant toutes les fractures qu'il avait, un autre phénomène étrange se produisit. Le calme nécessaire à la soudure des os ne se faisait pas, malgré un taux de calcium élevé. Il dut subir 10 greffes osseuses et plusieurs opérations réparties sur 3 ans. Rien n'y faisait. Puis soudain, un jour, tout se ressouda comme par miracle, encore une fois. Il reçut un message télépathique qu'il pouvait à nouveau marcher normalement sans avoir fait une seule heure de rééducation fonctionnelle, après n'avoir pas pu marcher pendant 3 ans. Le pire, sans aucune claudication, alors qu'une jambe était plus courte, de 2 centimètres, à cause des diverses opérations. Dans ce premier ouvrage, Jean Miguer a mis en copie les nombreux échanges entre médecins, les nombreuses lettres également, attestant la réalité de tout ce qu'il raconte. Un exemple que je vous prends, ici, vous voyez, il met même en copie des lettres manuscrites des médecins. C'est le cas d'un contacté extrêmement pointilleux qui a réuni toutes les preuves. Mais Jean Miguer a voulu rentrer chez lui à Perpignan, malgré évidemment l'avis défavorable des médecins qui lui annonçaient qu'un voyage en avion lui serait fatal, vu ses blessures, surtout les éclatements de foie, rate et vésicule biliaire. Ce cas était tellement incroyable que des émissions lui étaient consacrées. Je vous lis un exemple passé sur l'ex-ORTF. Interview sur mon aventure dont j'avais fait l'objet devant les micros des réalisateurs Jacques Moreau et Ginette Taffin. Je fus invité par l'ORTF qui fut invité par l'ORTF en 73 à apporter sa version au cours d'une émission radio sur France Inter. Je précise que je ne connais pas ce médecin, ne l'ai jamais rencontré, ignore totalement son nom et n'ai pas été invité à assister à l'enregistrement de l'émission dans laquelle il était interviewé. Cela afin d'exclure toute sympathie éventuelle du médecin à mon égard et ne pas influencer la version officielle de la médecine d'aucune manière que ce soit. Le texte intégral de la bande magnétique. Jacques Moreau de l'ORTF. Maintenant, comme nous l'avions promis, le point de vue d'un médecin, point de vue de la médecine officielle, je vous nomme docteur, non. Non, ce n'est pas la peine, ce n'est pas une consultation, ce n'est pas indispensable. Alors, votre avis sur le cas de Jean Miguer, donc vous connaissez bien le cas. Eh bien écoutez, il est évident que je donne là un avis sur un cas que je n'ai pas suivi moi-même. Je veux quand même préciser, bien que les différents certificats, les attestations, les comptes rendus établis par d'éminents confrères soient très explicites, et de leur examen, il ressort principalement qu'ils se sont trouvés en face d'un accidenté très gravement atteint au foie, à la rate, et entre autres, à la vésicule. Il est évident que les 3 choses en même temps sont extrêmement graves. Et puis alors, deuxièmement, voyez-vous, il y a le fait que dans cet état, ce monsieur a survécu au transport en ambulance auto jusqu'à Orly, Rouen-Orly, en avion jusqu'à Perpignan, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. Et puis aussi en hélicoptère jusqu'à l'hôpital de Montpellier. C'est cela, d'une seule traite.
d'une seule traite. C'est ça qui est assez extraordinaire. Il n'y a pas que cela. Il y avait aussi un poumon déchiré et il y avait, je crois, 11 fractures. C'est absolument incroyable. Enfin, troisièmement, il y a aussi les transfusions. Je constate qu'on a utilisé 65 bouteilles. Ça encore, c'est tout à fait extraordinaire. Alors, conclusion, demande le journaliste. Eh bien, bien sûr, c'est un peu un dicton de bonne femme, hein. Vous savez, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On le dit aussi dans les chansons, mais pour ceux qui croient au miracle, on peut considérer, en effet, ce monsieur comme une sorte de miraculé. Un jour, au CH de Perpignan, dans sa chambre, Jean Miguer voit un disque lumineux blanc se matérialiser d'une grosseur d'une pièce de 5 francs de l'époque. Ça fait ça à peu près pour ceux qui ne connaissent pas les pièces de 5 francs de l'époque. Son cerveau se met à picoter, signe d'une transmission à venir. Et là, une longue conversation s'instaure. C'est très long. Mais il y a des choses qui sont dites et qui sont assez incroyables et rarement citées par d'autres contactés sérieux ou farfelus. Je vous note ces points. Les extraterrestres, ou supposait-elle, dialoguent via le disque qui a semblé chercher la longueur d'onde adéquate de Jean Miguer pour retransmettre à bord du soi-disant vaisseau mère des E.T., où il disait le voir sur leur écran de contrôle. Alors je vais vous lire. Un extrait, bien sûr. Donc ça commence, sois rassuré, nous te voulons qu'un mal, blablabla, bla, 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 nous t'avions promis aide d'assistance, blablabla. Bla, bla. Nous sommes en mesure de communiquer avec vous télépathiquement, dans toutes les langues de votre planète, et adoptons pour chacune d'entre elles des mots compréhensibles au stade actuel de vos connaissances. Sans cela, vous ne comprendriez pas. Notre langage est différent du vôtre. Nos termes techniques sont intransmissibles au niveau de votre évolution. Nous avons pris contact avec toi pour t'informer de certaines choses que tu devras transmettre à ton tour aux hommes de la Terre. Toutefois, tu peux refuser cette mission si tu le désires. Il est temps pour toi de savoir. Nous t'avons choisi toi parce que tu présentes les caractéristiques nécessaires à notre prise de contact avec la race humaine de votre planète. Notre choix n'est pas dû au hasard, mais à des critères bien précis, indispensables à la communication. Ces critères sont basés pour l'essentiel sur votre métabolisme et les longueurs d'onde de votre cerveau, dépendantes elles-mêmes de vos vibrations. Ça, c'est intéressant. Tu réunissais pour nous la plus grande partie de ces conditions. Le reste, les petites irrégularités, nous les avons modifiées au cours de notre opération de transfert lors de ton accident que nous avons contrôlé. Cette révélation glaça d'effroi, bien sûr, Jean Miguer. Donc, il se dit, c'est vraiment quelque chose indépendant de sa volonté qui avait provoqué ce sanglant accident. Il se posait dans sa tête 1000 questions. Les extraterrestres continuent, ou supposait-elle. N'embrouille pas ton esprit par une multitude de questions déjà pleines de préjugés. Vous autres terriens ne savez pas contrôler vos sentiments. Tout n'est qu'une question de vibration que vos connaissances ne vous permettent pas encore de manipuler. Pourtant, au stade actuel de votre évolution, vous devriez depuis longtemps avoir maîtrisé cet handicap fondamental. Hélas, vos recherches se sont surtout axées vers le contrôle de forces qui ne vous serviront qu'à votre autodestruction. Dans ce domaine, vos recherches ont abouti à d'excellents résultats. Sois donc patient, nous allons t'éclairer. Là, évidemment, la stupeur de Jean Miguer, elle grandit. Et il se pose des questions. Comment cette sonde est-elle entrée ici? Les issues sont fermées. Comment je fais pour dialoguer? Et là, les extraterrestres lui répondent. Oui, c'est bien cela. Il te suffit de penser à une question pour pouvoir nous la transmettre grâce à notre connexion sur ton cerveau. Cette sonde que nous t'avons envoyée n'a nullement besoin d'issue pour pénétrer quelque part. Depuis déjà bien longtemps de votre temps, nos savants ont découvert le secret de la matière, ce qui nous permet de faire passer celle-ci d'un point à un autre sans qu'il y ait transport, et cela à une vitesse où le temps s'annule dans l'espace. Cette découverte, qui pour vous est encore au stade du rêve, mais dont vous avez depuis peu abordé la possibilité avec beaucoup de retard, est une réalité pour nous depuis plusieurs millions de vos années.
La sonde qui est devant toi a été matérialisée dans ta chambre et se dématérialisera, tout comme notre envoyé dans ton véhicule. Tu peux poser tes questions les unes après les autres. Il te sera répondu. Évidemment, les questions qui fusent à Jean, c'est qui êtes-vous, d'où venez-vous? Nous sommes des êtres vivants et intelligents comme vous. Nous sommes d'une constitution et d'un physique en bien des points communs aux vôtres. L'envoyé que tu as vu dans ton véhicule s'est présenté à toi sous sa forme originelle. Mais il nous arrive parfois de changer d'aspect pour les besoins d'un contact puisque nous domestiquons la matière. Très intéressant cet aveu. Évidemment, Jean pose des questions sur l'accident. Ton accident a en effet été contrôlé à partir de l'un de nos engins interstellaires que vous, terriens, appelez soucoupe volante ou ovni. Le halo naturel, au contact de votre atmosphère, te l'a fait confondre avec les nuages dont il avait l'aspect, mais non le même éclat. Sous le contrôle de nos ondes magnétiques, vos deux véhicules se sont dirigés l'un sur l'autre. Donc Jean est stupéfait, mais alors vous avez provoqué l'accident. Nous n'avons rien provoqué, terrien. Nous n'avons fait qu'orchestrer ce qui, de toute façon, allait se produire, et nous sommes intervenus en ta faveur, comme tu as pu le constater. Nous lisons dans ton cerveau et nous pouvons savoir que tu n'as pas distingué la moindre silhouette d'un conducteur dans le véhicule d'en face. En effet, si tu n'as pu le voir, pourtant il y en avait un. Tu l'as su après, ce que tu ne savais pas, c'est que ce conducteur était couché sur son siège, terrassé par la crise cardiaque à laquelle il venait de succomber quand nous avons pris en charge le véhicule. Notre attention était bonne. Nous avions fait un choix récent sur ta personne en vue d'un prochain contact avec la Terre. Nous t'avons suivi dans ton déplacement et nous avons su que tu étais en danger grâce à notre détecteur qui nous a permis de voir le véhicule fou bien avant que tu ne l'aperçoives. Nous avons pris pour la première fois un contact télépathique avec toi pour te mettre en garde de ce danger. Quelques instants avant de t'assurer de notre soutien, alors que tu conduisais ton ambulance, une rapide question à notre ordinateur de bord, dont la perfection vous est de très loin inconnue, nous permit de savoir que l'accident serait inévitable. Le véhicule d'en face, privé des commandes de son conducteur, devait percuter un mur du pont que vous vous apprêtiez à croiser, pour ensuite effectuer plusieurs tonneaux en travers de la route et te percuter en faisant exploser vos deux véhicules. Il ne devait y avoir, d'après l'ordinateur, aucun survivant. La vitesse à laquelle vous étiez lancés l'un et l'autre pour la faible résistance de vos véhicules rendait le choc inévitable. Même avec notre intervention, contrôler cette collision nous permettait, grâce à un champ magnétique d'une puissance dépassant votre imagination, de limiter les dégâts en maîtrisant les risques d'incendie, d'explosion et d'épargner les occupants vivants de ton véhicule. En ce qui te concerne, tes cellules ont été régénérées, tu as été redimensionné et nous t'avons transmis une force énergétique qui t'a permis de résister à toutes les blessures de ton corps. Nous avons fait cela dans un double but, celui de maintenir en vie un élément correspondant aux normes de notre cause et celui d'essayer sur un terrien nos méthodes d'urgence pour en vérifier les résultats sur son métabolisme. De ce côté, nous sommes très satisfaits puisque nous t'avons permis de défier toutes les lois de votre médecine. Ce fait capital constitue une des preuves de notre intervention dans ton accident et de tes relations avec nous extraterrestres. Tu auras besoin de ces preuves pour convaincre les humains de ta planète. Donc il dit, je vous ai servi de cobaye, le titre de son livre. Oui, en quelque sorte, mais les résultats de notre intervention directe sur ton corps ne risquaient pas d'être plus graves que la mort elle-même, qui se serait produite sans notre concours. S'il y avait eu le moindre risque, nous n'aurions rien tenté. Nous ne voulons aucun mal au terme. Désormais, nous te protégerons et te soutiendrons dans le cadre de la mission que nous te confions. Tu devras, si tu l'acceptes, nous aider à préparer notre venue sur votre planète simplement en informant tes frères de notre existence et les rassurer sur nos intentions. Donc Miguel demande s'il s'apprête à envahir la Terre. Hommes de la Terre, nous ne voulons nullement envahir votre monde. Nous aurions pu le faire depuis longtemps si nous l'avions voulu, et cela sans avoir besoin de l'aide d'aucun terrien. Ne te méprends pas sur nos intentions. Elles sont purement pacifiques et non pour seul but que de vous aider. Et vous en aurez bientôt besoin. Nous prévoyons les besoins d'une intervention massive et pacifique sur la Terre en 1996. À moins que votre folie ne nous y oblige avant ou ne nous y fasse renoncer grâce à de nouveaux éléments positifs, auquel cas nous prendrions un contact officiel avec tous les terriens en leur apportant aide et soutien grâce à notre technologie.
Notre intervention aura pour but d'éviter le danger qui vous menace et dont votre civilisation est inconsciemment responsable. Vous êtes terrien sur le point de faire de grandes découvertes. Notre ordinateur suprême prévoit grâce à elle les risques que vous ferez courir à votre système solaire tout entier avant de vous détruire vous-même. Le processus de vie bactériologique s'est déjà déclenché sur une planète de votre système solaire pour prendre la suite de la Terre. Il faudra des milliards d'années avant que cette vie passant par tous les stades de l'évolution devienne ce que vous êtes. Vous permettre de compromettre cette vie à l'état unicellulaire serait permettre la destruction de nos descendances respectives, car nous avons été, nous aussi, comme vous êtes à présent. Vous laisser vous détruire sur Terre serait également permettre l'arrêt de votre propre évolution, ce qui n'est pas admissible pour vos frères galactiques que nous sommes. Ils lui disent quand même aussi un truc assez basique, mais tu ne devras jamais créer de secte ni de religion, mais t'entourer tout simplement d'une bonne équipe sans jamais abuser de tes pouvoirs. Voilà comment parlait l'extraterrestre à Jean Miguel. Donc le message, bien que différent sur la forme, rejoint sur le fond les messages New Age des autres contactés. Des IT qui nous veulent du bien et qui sont là pour nous faire évoluer, car sinon, on court à la catastrophe, etc., etc. Mais ces derniers annoncent une date à Jean Miguel. Elles arriveront en masse en 1996 et il faudra d'ici là qu'ils préparent le monde avec l'aide d'autres contactés à leur arrivée. Alors vous allez me dire, hé hé Sylvano, nous sommes en 2019 et ils ne sont pas arrivés. Eh bien oui, c'est pour cela que je fais cette émission. Car excusez-moi, mais combien de chaînes suivez-vous qui annoncent l'arrivée imminente de gentils E.T. qui vont venir nous sauver? Alors d'autres vont me dire que Jean Miguel a fabulé, raconté des bêtises. Eh bien c'est là que c'est encore plus intéressant car on va étudier maintenant les preuves indiscutables qu'il n'était pas un illuminé. Jean Miguel, je vous l'avais dit au départ, ne connaissait rien à l'ufologie. Il demande alors à son épouse de lui ramener un livre sur l'ufologie et sa femme, qui n'y connaît rien, se rend dans une librairie et choisit au hasard un livre de Guy Tarade. Jean Miguel le lit et décide de lui écrire. La suite est étonnante et racontée par Guy Tarade lui-même en 1973 devant les micros de France Inter. Eh oui les amis, je vous l'avais déjà dit avant, on parlait d'ufologie sur les grands médias. On régresse, on régresse. Alors, en effet, en 73, à la suite du récit de mon aventure devant les micros de France Inter, Guy Tarade avait été sollicité à son tour par l'ORTF pour faire sa propre déclaration. Devant ces mêmes micros, il devait confirmer mes dires. Vous retrouverez ci-dessous le texte intégral de sa déclaration enregistré sur bande magnétique. La journaliste de l'ORTF. Après la déclaration de Jean Miguel, nous avons voulu revenir sur les points essentiels. D'abord, Guy Tarade, fondateur du CERIEC, donc c'est le Centre d'études et de recherche d'éléments inconnus de la civilisation, basé à Nice, auteur d'un certain nombre d'ouvrages, dont précisément Soucoupe volante et Civilisation d'outre-espace, qui a bien voulu nous apporter une première précision. Guy Tarade. Écoutez, le premier contact que j'ai eu avec Jean Miguel était un contact épistolaire. Jean Miguel m'avait écrit de Perpignan en me contant son aventure par lettre. Or, vous savez, je reçois pas mal de courriers et lorsque l'on s'intéresse aux soucoupes volantes, lorsqu'on écrit des ouvrages sur l'insolite, il faut toujours faire attention à la qualité de ses correspondants car évidemment, il y a pas mal de gens qui cherchent à vous faire marcher. Jean Miguel me disait sur sa lettre qu'il était en rapport avec les extraterrestres. Je lui ai donc répondu par retour du courrier en lui disant si vous êtes en contact avec les extraterrestres, la meilleure manière de me le prouver, c'est de demander un survol de Nice à une date que je vous fixerai. Jean Miguel n'a pas hésité, il m'a dit oui, je suis d'accord. Et nous avions fixé cette date au dernier dimanche du mois de janvier l'an passé. Or, c'est là qu'intervient le fait le plus troublant de cette affaire, car 15 jours après avoir écrit à Jean Miguel, je ne pensais plus du tout à ces lettres. Et un dimanche matin, alors que nous nous rendions au restaurant avec ma femme, j'ai eu l'occasion de regarder le ciel où évoluait une caravelle. Et parallèlement à cette caravelle, à environ 3 ou 4 kilomètres, je peux estimer assez large, passait un énorme engin, une énorme boule, quelque chose de fantastique au point de vue volume, qui allait à une très grande vitesse, qui semblait voler plus vite que la caravelle. Évidemment, sur le coup, j'ai été assez choqué
Mais je ne pensais pas du tout à notre ami Miguel. Journaliste, vous n'aviez pas fait le rapprochement? Je n'avais pas fait le rapprochement, j'ai immédiatement regardé ma montre pour voir l'heure qu'il était de manière à établir un petit rapport. Et quelques minutes après, j'ai pensé seulement à Jean Miguel, à qui j'avais demandé de faire survoler Nice ce dimanche du mois de janvier. Et véritablement, je peux vous dire que là, c'est un cas tout à fait curieux, très difficile à analyser. Guittarade et lui deviennent ainsi amis, et Miguel rentre dans son association. Et il rencontre de nombreux autres fameux chercheurs comme Jimmy Dieu. Et cette capacité de Miguel à faire apparaître des ovnis, euh, si on calcule cette probabilité, elle est de zéro. Euh, si on prend en compte le hasard, car il l'a reproduit à de nombreuses reprises. Chaque fois qu'il s'est déplacé dans une ville, faire des conférences, euh, des ovnis étaient filmés. Et une fois, même, une démonstration de force fut même programmée. Le message ne se fit pas attendre. C'est Jean Miguel qui reçoit encore un message télépathique. Il fut net et précis. Mes amis extraterrestres venaient à mon secours sans même que je leur demande. J'enregistrais très distinctement. Après dîner, rends-toi avec tes amis sur le plateau du mont Alban. Il était au restaurant avec des amis qui lui demandaient, eux aussi, de faire apparaître des soucoupes. Du mont Allemand au-dessus du fort. Tu pourras leur faire observer, en tournant le dos à la mer, ce qu'ils attendent de toi. Tu peux leur décrire avec précision et par avance la scène qui va se dérouler devant leurs yeux. C'est-à-dire par avance. Un de nos engins mers s'immobilisera dans le ciel. Un plus petit engin, que vous appelez soucoupe volante, sortira par le haut. Il fera par la droite un tour et demi en gravitant autour de la porteuse pour enfin pénétrer à nouveau par le bas. Après cette manœuvre, que nous ralentirons pour vous laisser le temps de bien l'observer, notre vaisseau porteur disparaîtra à une vitesse qu'il ne vous est pas encore permis de concevoir. Va et sois confiant. Tu pourras convaincre par la preuve tes interlocuteurs. Nous sommes toujours là pour t'aider. Et alors, toutes ces observations avec témoins sont soigneusement consignées dans son livre. Hein. On publiait des photos dans les journaux en une. Par exemple, le 1er mai 75, un ovni s'était même posé à Lezay, dans les Deux-Sèvres. Cet ovni avait pu être observé au sol par 7 personnes, dont 2 gendarmes. Journaux, radio, télé commencent à se faire des gorges chaudes et annoncent même l'arrivée d'ovnis juste parce que Jean Miguel avait prévu une conférence dans leur ville. Du reste, les journalistes titraient Jean Miguel est escorté par les ovnis. Et donc, effectivement, l'événement là a eu lieu et les témoins, il y avait 7 personnes, ont pu observer et Jean Miguel leur a raconté avant ce qui allait se passer. Donc le livre engorge ainsi de nombreux témoignages, mais aussi des protections qu'il avait droit de la part de ses nouveaux amis. C'est très intéressant à analyser. Je vais vous donner un seul exemple. Il y en a plusieurs. Un jour, il roule sur l'autoroute à grande vitesse quand il reçoit l'ordre télépathique de sortir à la prochaine sortie. Ce que Miguel s'exécute. Barrière de péage, il redémarre et son pneu éclate. Poum. En gros, s'il était resté sur l'autoroute à grande vitesse, un grave accident se serait produit. Le psychisme de Miguel change aussi. Des pouvoirs magnétiques. Il arrive à soulager des maux juste en imposant ses mains. Des migraines, il pose ses mains, t'as plus de migraine. Intellectuellement, il évolue, il se met à la rédaction de livres, où les mots lui arrivent aisément et où il se souvient de tout avec de nombreux détails. Mais cela ne s'arrête pas là. Miguel donne aussi de nombreux détails scientifiques. Marcel Page, une sommité dans le domaine de l'antigravitation, accepte de le recevoir et discuter avec lui des enseignements reçus qui étaient d'une telle complexité que Miguel n'avait pu les inventer. Mais plus surprenant encore, il y a beaucoup d'exemples, hein. Dans un message télépathique début 73, les extraterrestres, ou supposés comme tels, apprirent à Miguel qu'ils avaient une base dans notre propre système solaire, défiant toutes nos lois de la physique. Cette base est un satellite artificiel itinérant qui gravite le plus souvent entre Vénus et la Terre.
Miguel en fit une déclaration que divers journaux et revues reprirent. Bien évidemment, les scientifiques lui rironnaient, car selon eux, c'était impossible, sinon ils l'auraient déjà vu. Sauf que le célèbre astronome Charles T. Kowal, qui avait déjà découvert 2 lunes de Jupiter et de nombreux astéroïdes, lui donna raison 3 ans plus tard, en découvrant un astéroïde gravitant dans une orbite relativement proche de celle de la Terre et de Vénus, mais éloigné de l'orbite générale que suivent généralement les astéroïdes. L'origine de celui-ci est quelque peu mystérieuse pour les savants. Le plus étonnant concernant cet astéroïde est qu'il émettrait des ondes, et qu'un autre contacté beaucoup moins célèbre que Miguel, mais beaucoup plus ancien, car il a eu lui son premier contact en juin 1940, avait, en ayant lu une dépêche de Nice Matin datant du 16 janvier 1976 relatant la découverte de Charles Kowal sur l'astéroïde, confirmé cela alors qu'il ne connaissait absolument pas Miguel. Je vous en parlerai dans une autre émission. Car si Miguel est connu de tous les ufologues, celui-là l'est beaucoup moins. Le cas Miguel explosa en France, car il ne s'est jamais caché, jamais soustrait à tout type d'études. Tous les spécialistes, médecins, scientifiques, psychiatres qui l'ont examiné le trouvaient totalement sain d'esprit. De plus, Miguel n'était pas un illuminé. Il parlait toujours avec énormément de prudence pour ne pas tomber justement dans le New Age qu'il détestait réellement. Il les appelait les marchands de rêves. Il a dénoncé du reste de nombreux charlatans et très peu de contactés trouvés grâce à ses yeux. Il disait par exemple, les marchands de rêves sont légion, de par les milliers de lettres que je reçois, car son livre a été un énorme succès de vente en librairie, énorme. Il m'a été donné de découvrir avec tristesse un monde dont je n'aurais jamais soupçonné d'existence. Il vous invite avec une crédulité surprenante au mensonge et à l'escroquerie. Je comprends mieux maintenant comment un certain soi-disant contacté arrive à se faire passer par le promoteur des extraterrestres et à faire fortune en abusant des honnêtes gens tout prêts à financer la construction d'une magnifique villa pour l'accueil des Elohim. Entre parenthèses, il existe toujours, hein. Mais c'est même devenu une religion. Pour ceux qui veulent à tout prix rêver, leur prix ne sera pas le mien. La comédie n'est pas de mon ressort. Un homme seul, je le suis. Aussi parce que je me suis toujours refusé à créer une communauté, une secte, une nouvelle religion, malgré d'innombrables invitations à le faire. C'est extrêmement fort ce qu'il dit, car pour lui qui a été honnête, combien ne le sont pas. C'est à retenir. Mais cela va peut-être lui être fatal. Jean Miguel a fait l'objet, comme je vous l'ai dit, de beaucoup d'intérêt de la part des scientifiques au plus haut niveau, tant en France qu'en Amérique du Nord. Mais il est aussi surveillé par les services de police, qui sont toujours présents lors de ces meetings. Une brigade très spéciale était sur ses talons. Pourtant, ces services d'espionnage ne l'ont jamais embêté. Il a juste été convoqué une fois au RG, certainement dans le but de lui signifier qu'ils étaient bien là. Il y a aussi les photos de la convocation au RG, preuve qu'il n'affibule pas. Ensuite, il a écrit un deuxième livre, Jean Miguel face aux scientifiques. Il dévoile énormément de correspondances entre le milieu scientifique, notamment le CNRS en France, et lui et son avocat. On commence à vouloir le piéger. Il dévoile aussi ses pièges tendus dans son deuxième ouvrage. Le premier piège émane du CNRS. Il fut si maladroit qu'il n'a pas pu faire long feu. Le deuxième est venu d'un cercle ufologique. Ces cercles ufologiques sont tous sous surveillance. Il a eu droit à 15 pages de diffamation qui voulaient démontrer que tout ce qu'il avait écrit était faux.
Miguel n'avait cure des attaques. Il ne voulait pas convaincre absolument tout le monde. Mais là, on attaquait sa femme et sa famille. Et ça, il ne le supportait pas. Donc il contre-attaqua. Mis en procès, non seulement il gagna, mais le soi-disant cercle ufologique fut démantelé et on trouva, tiens, à la baguette, qui était derrière, le CNRS. Bien évidemment, il reste, hélas, toujours quelque chose de ces attaques. Souvenez-vous du célèbre proverbe. Jean Miguer eut aussi droit à des enquêtes du CNES, le Centre d'études spatiales. Et c'est Claude Power, maître de recherche, chef du département fusée-sonde du CNES, qui le reçut lui-même. Reçoit-on à aussi haut niveau si on n'est pas persuadé que ce que Miguer a raconté était vrai? On avait du reste proposé à Claude Power un débat télévisé avec Jean Miguer. Mais Power refusa, bien sûr. Miguer comprenait. Il disait, moi, je suis un homme libre. Lui, un scientifique de haut niveau, mais rétribué par le gouvernement. Mais il le rencontra néanmoins, le 3 février 78 à 11h du matin, au CNES, à Toulouse. Il trouva son premier livre sur son bureau. En résumé, Claude Power était intimement convaincu que tout ce que disait Miguer était vrai. Même s'il n'était pas convaincu que l'être rencontré était un extraterrestre. Hé hé, comme c'est drôle, moi aussi. En juin 78, Miguer fut invité par le professeur Pajot au Québec, où il fut très impressionné, car à la fin de sa première conférence, tout le public se mit debout à l'applaudir à tout rompre. Jamais il n'avait reçu un si grand hommage. Dans la salle, Richard Glenn, qui l'invita sur plusieurs plateaux de télé câblés, où on lui accordait 1 à 2 heures d'antenne chaque fois. Pendant son séjour, il reçut la visite des services spéciaux américains et canadiens, mais aussi le NORAD, Défense nationale canadienne, et la NASA, qui avait dépêché un physicien. On le bombarda de questions. Miguer n'était pas dupe. Il savait que c'était pour le faire parler au maximum, pour le tester psychologiquement, grâce à des questions bien précises, afin de tenter de déceler la moindre faille, le moindre mensonge. Il faut croire que son examen de passage fut réussi haut la main, car on lui proposa de rencontrer à New York le docteur Andrea Puarish du Stanford Research Institute, le même docteur qui avait fait passer tous les tests scientifiques à l'énorme Uri Geller. Il passa là aussi les tests haut la main. Miguer rentra épuisé du continent nord-américain. Les interrogatoires et tests n'avaient pas été de tout repos. Mais Miguer constatait déjà ce que je lis depuis longtemps aussi. Ces gens-là ont quelques longueurs d'avance sur nous dans le domaine de la recherche ufologique. Mais le plus mystérieux dans son voyage aux USA est qu'un agent de la CIA lui a confié un secret. Une soucoupe volante serait détenue et gardée depuis 1969 dans un site ultra secret à Puebla, au Mexique. Alors pourquoi confier un tel secret à un Français? Eh bien tout simplement car ils ont demandé à Miguer d'essayer de l'ouvrir. Et oui, ils avaient une soucoupe, mais étaient incapables de l'ouvrir malgré 1000 moyens employés, et ce depuis 10 années qu'ils essayaient. Miguer donna son accord, en posant la condition expresse qu'aucun militaire en armes ne soit dans les parages. Il est rentré en France et n'a plus été contacté dans l'immédiat. Le plus curieux dans cette histoire est que Jean-Paul II fut intronisé pape le 22 octobre 1978. Et il réserva sa première visite pontificale le 28 janvier 1979 à Puebla. C'est étonnant, n'est-ce pas? Miguer passa aussi une hypnose qu'il n'avait pas voulu raconter dans son premier livre. Et c'est normal, car cela l'effrayait lui-même. En fait, il est tombé en hypnose profonde, car il ne se souvenait de rien. Mais quand il a écouté la bande, il ne reconnaissait ni sa voix, ni sa langue, qui était du reste totalement inconnue. Et les propos tenus en français lui sont totalement étrangers. Bien entendu, une bande a été enregistrée et 4 personnes étaient présentes lors de cette séance. Tiens, le petit clin d'œil que je peux vous faire de cette séance d'hypnose, c'est que concernant la date du 20 juillet 69, sur laquelle l'hypnothérapeute voulait accrocher Jean Miguer, vu que son accident a eu lieu, je vous le rappelle, quelques temps après, en août,
ne disait rien à l'entité, car on peut l'appeler ainsi maintenant, canalisée par l'hypnothérapeute. Et pourtant, il a bien insisté en rajoutant l'une et tout ça, mais avec que dalle. C'est une séance d'hypnose retranscrite dans son deuxième ouvrage, qui est fort surprenant. Il y a 3 solutions. Soit les extraterrestres n'aimaient pas cela et télécommandent à distance les réponses, ou alors une entité habite le corps de Miguel, ou alors quelque chose d'autre, d'encore plus énorme, se moque de Miguel, de nous, depuis toujours. C'est pour cela que je vous invite à voir ou revoir mon émission sur cette même chaîne intitulée Ufologie paranormale, apparition mariale, nos origines, et surtout, à être assidu, à continuer de suivre les chroniques de Gérard Desforges sur cette même chaîne, car cela va être énorme. Jean Miguel est mort jeune, à 52 ans. Cela ne colle absolument pas avec la protection promise par les extraterrestres. Rappelez-vous qu'ils l'ont à maintes fois sauvé, y compris d'un simple pneu qui allait éclater. Le savaient-ils vraiment? Ou est-ce eux qui l'ont provoqué pour prouver à Miguel qu'ils savaient tout? Par contre, ils savent faire ce que bon leur semble. Car Miguel était constamment en questionnement sur ce contact. Une fois, alors qu'il partait en vacances pour la Réunion, avec sa famille, il transpire un message télépathique. Car il sentait que Miguel était toujours suspicieux. Miguel devait partir en vacances avec sa famille, donc à la Réunion, et lui dire qu'ils allaient dématérialiser une valise et la faire apparaître à Casablanca, à l'aéroport de Casablanca au Maroc. Ce qui fut fait. Je voulais chercher de quoi Miguel était mort. J'ai alors demandé tout simplement à mon ami Gérard Desforges, qui est une encyclopédie vivante de l'ufologie. Il me répondit de suite par email en m'écrivant cela. Jean Miguel a été assassiné par un adepte d'une officine se prétendant antisecte. Le mardi 28 juillet 1992 à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse, Roger Doris, un retraité de 62 ans, tire froidement plusieurs coups de carabine sur Jean-Richard Miguel. Sa victime s'effondre, atteinte aux jambes. Roger Doris retourne tranquillement à sa voiture, recharge son fusil et achève froidement sa victime à bout portant. Il se livrera aux policiers quelque temps plus tard. Comment comprendre qu'il n'a pas été averti de ce danger énorme? 2 solutions. Il ne pouvait être au courant, comme il ne l'avait pas été pour le reste, parce qu'il l'avait provoqué, ou alors Miguel ne leur servait plus. Bien entendu, comme vous le savez, aucun contact avec des extraterrestres n'a eu lieu en 1987. Voilà, j'ai fait cette émission vraiment vite fait, là, samedi soir, là, tard. J'en ai profité pour publier un sondage que j'ai mis dans ma communauté YouTube. Vous êtes un public averti, mais le résultat est sans appel. À la question « Connaissez-vous l'affaire Jean Miguel ?», 4% ont répondu « Oui », totalement, 3% vaguement, et 93% non, pas du tout. Alors peut-être que les pourcentages ont évolué depuis, je n'ai pas été regardé. Cela prouve quoi? Que l'ufologie se nourrit de quelque chose d'incroyable. La capacité de l'humain à ne s'intéresser qu'à des faits contemporains. Et je ne parle pas ici de faire remontant au Moyen-Âge, à l'Antiquité, dont je vous parle dans plusieurs émissions. Car là, on est à peine dans les années 70. Or, des affaires comme celle de Jean Miguel en 2019, cela n'existe plus. On régresse. C'est ce que je dis toujours. Mais c'est en étudiant des centaines de cas dans différents domaines, que sont l'ufologie, le paranormal, le chamanisme, l'histoire, les apparitions mariales, l'archéologie, que l'on pourra un jour faire des liens pour essayer de comprendre dans quelle incroyable matrice nous vivons et qui nous manipule depuis la nuit des temps. Restez attentifs aux futures chroniques de Gérard Desforges. Comptez sur moi pour de nouvelles émissions et à bientôt. Bis, bye bye.